Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? OK, merci Djonga. On va démarrer tranquillement cette nouvelle matinée et j'espère que pour certains peut-être vous nous suivez depuis lundi et que vous survivez à toutes ces et que vous faites de plus en plus à tout ce vocabulaire autour de Vitam. Alors je ne pourrais pas rester beaucoup ce matin, j'en suis désolée, mais il y a Paulina Grigorieva qui est là, que vous avez peut-être déjà vu mardi après-midi et entendu mardi après-midi sur Vitam accessible en service. Là, donc la matinée, l'idée pour nous de la matinée était de vous proposer quelque chose autour du RIE, qui est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Quand vous vous intéressez à Vitam accessible en service, et donc le pôle RIE de la DINUM a gentiment accepté de nous accompagner pour cette matinée. Donc il y a évidemment un temps de présentation, mais un temps aussi, je pense, d'échange et de réponse à vos questions. Se raccorder au RIE peut être un projet en soi pour certaines organisations. Donc l'idée est bien de pouvoir aborder tous ces points-là ce matin. Alors comme pour les autres sessions, vous avez micro et caméra coupés. Si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main ou vous l'indiquez dans la conversation et on peut vous donner les droits de prise de parole sans problème, hein. Sinon, vous pouvez de toute façon intervenir justement par cette conversation, poser des questions. Et je pense qu'au fur et à mesure, Paulina regardera cet espace d'échange et les réponses seront apportées selon les sujets. Voilà. Paulina, est-ce que tu voulais redire autre chose? Merci beaucoup Alice, bonjour à toutes et tous. Donc, n'hésitez pas, hein, j'insiste à lever la main si vous souhaitez prendre la parole à l'oral. Je réactiverai vos micros et vos caméras pour l'occasion. Et au fil de la présentation, vous pouvez aussi utiliser le chat sans problème. Je regarderai vos questions au fur et à mesure et on y répondra soit à l'écrit, soit à l'oral. Ok. Est-ce que tu as pu désigner l'équipe RIE, l'organisateur, Je présentateur? ne les trouve pas encore dans la liste. Je ne sais pas si elles Ah, ont moi réussi j'avais. à se Alors, je pense que connecter. si, je pense qu'il y avait un intitulé RIE Dinum et je me suis dit qu'ils étaient derrière cet intitulé. Eh Ça ben, écoute, je marche. le fais et puis si c'est pas eux, ils nous le diront. Ok, normalement c'est fait. C'est bon, ils sont là et je pense que c'est l'invité RIE Dinum. Est-ce que c'est bien vous qui êtes derrière, qu'on vous attend ce matin pour parler? Oui, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, on est présent avec mon collègue donc Jean-Marie Chapuis, historique sur les sujets RIE, et puis mon nouveau collègue Latouchane, qui m'accompagne aussi sur tous ces sujets liés au RIE et à l'interministériel au sens large du terme. Grand merci. Moi je coupe mon micro et je vous laisse enchaîner puis je m'absenterai un moment. Bonne matinée à tout le monde. Merci beaucoup Alice. Du coup, je vous propose de commencer par une brève présentation des intervenants. Donc, je vais me présenter et puis je vais vous laisser la parole du coup côté RIE Dinum. Donc, moi, je suis Paulina Grigorieva, je suis chef de projet pour Vitam accessible en service au sein du programme Vitam. Et je remercie donc nos intervenants du pôle RIE de s'être connectés, d'avoir participé à cette session qui est dédiée à la présentation du RIE et à comment est-ce que le service s'articule avec Vitam accessible en service, le programme Vitam et les utilisateurs potentiels de VAS. Donc, je vous laisse la parole. Merci pour l'activation de votre caméra et le Zoom aussi. Donc, je vous laisse vous présenter. Je laisse l'honneur à mon collègue. Bonjour à toutes et à tous, Latouchane Sribaskeron, comme a dit Jean-Marie Chapuis tout à l'heure, donc on travaille tous les deux en binôme sur les sujets interministériels de l'État, notamment sur la partie RIE, réseau interministériel de l'État, et plus précisément sur le cloisonnement interministériel. Ouais. Est-ce que c'était assez fort parce qu'on n'a pas trop de retour sur la puissance à laquelle on doit parler pour que ce soit audible? On vous entend assez bien. Ouais. Je laisse les participants à distance dire si c'est différent, mais en tout cas, dans mon casque, je vous entends bien. Très bien, moi aussi. Parce qu'on est assez éloigné du micro, donc c'était pour effectivement. Donc Jean-Marie Chapuis, je suis, alors je vais faire rapide, mais je suis désormais le plus ancien de l'équipe qui aujourd'hui gère le RIE, puisque je suis arrivé en 2013 sur le réseau interministériel de l'État. Et historiquement, je m'occupais du réseau précédent, puisqu'il existait un réseau interministériel. En fait,
le début de l'histoire du réseau interministériel de l'État, c'est 2000. L'année 2000, et c'est à cette époque-là que s'est construit l'idée d'un réseau qui interconnecterait l'ensemble des ministères pour leurs échanges de données. Et donc j'avais travaillé sur l'ancienne version et puis j'ai réintégré du coup, les nouvelles équipes qui ont permis la construction du RIE à l'époque. Et donc sur ces sujets-là, essentiellement sur, comme disait la Touchane, le cloisonnement interministériel pour les échanges de ces données entre les différents ministères. Et sans oublier le cas qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est l'extension au-delà des ministères de l'ensemble des opérateurs de l'État qui ont besoin d'échanges avec les entités ministérielles. Donc ça existait déjà avant le RIE, mais ça a été renforcé, et on y viendra tout à l'heure, par un marché UGAP notamment, pour collecter beaucoup plus d'opérateurs de l'État dans cet environnement interministériel. Voilà. Merci beaucoup pour vos présentations très claires et très détaillées. Je vous propose de partager le support de présentation. Donc, ça vous va, la Touchane et Jean-Marie, si c'est moi qui partage et qui déroule les diapositives? Oui, très bien. Super. Donc, je partage mon écran de ce côté. Et je laisse me confirmer, s'il vous plaît, que vous voyez bien mon écran. Oui, très bien. Du coup, est-ce qu'on a la main pour passer d'une diapo à l'autre? Bah là, c'est moi. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on peut passer là. Voilà. Alors, on va quand même essayer de ne pas trop s'attarder sur la partie RIE, parce que je ne sais pas si c'est vraiment pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je vais parler des grands sujets et puis de toute façon les diapos seront distribués, je pense, à l'ensemble des participants, donc ils pourront creuser davantage et puis même après remonter des questions au-delà de la session d'aujourd'hui. Alors le RIE, donc, il a démarré en termes de réflexion en 2012 avec 2 personnes et après donc les équipes ont grossi. Donc là, je fais plus de l'historique plutôt que de redire ce qui est sur la diapo. La gestion et la création du RIE, donc Réseau interministériel de l'État, a été réalisée via un service à compétence nationale au départ, qui s'appelait donc le SCN-RIE. Et donc, c'est au sein de cette structure que les différentes personnes ont été embauchées pour monter ce réseau. Alors, ce réseau, au départ, il avait pour vocation à reprendre l'ensemble des réseaux WAN des ministères, puisque à l'époque, on avait un mini réseau interministériel, comme je disais, qui interconnectait les différents réseaux ministériels, mais chaque ministère avait ses propres marchés pour interconnecter les sites de son périmètre. Donc, on avait autant de marchés que de ministères, chacun négociant son marché de la manière dont ça lui convenait. Et du coup, on n'avait pas forcément l'avantage de la volumétrie. Donc, l'idée du RIE, c'était, entre autres, de pouvoir faire baisser les coûts par le regroupement de l'ensemble des sites de l'État. Donc là, on voit à peu près 14 000 sites sont dans le viseur, on va dire, globalement. Donc, négocier des prix sur 14 000 sites, ce n'est pas la même chose que négocier des prix sur quelques centaines. Ça, c'était un des arguments. Après, il y avait d'autres arguments, je dirais, d'ordre d'uniformisation et autres. Mais l'argument financier était quand même un argument important à l'époque. Donc le RIE, il est construit sur la base de réseaux de collecte, c'est-à-dire l'équivalent des WAN d'un réseau WAN. Hein. Donc ces réseaux collectent l'ensemble des sites, aussi bien métropolitains que dans l'outre-mer. Et ramène via des plaques de collecte opérateurs. Alors là, on verra au-delà, mais
on a à peu près tous les opérateurs télécoms qui existent aujourd'hui sur le marché qui ont leur rôle à jouer dans cette partie de collecte de sites. On a bien sûr toutes les technologies possibles de raccordement, aussi bien de réseaux fixes que de réseaux mobiles. Ces réseaux de collecte, après, sont interconnectés avec ce qu'on appelle l'épine dorsale du réseau, donc pas bonne pour la terminologie anglo-saxonne. Cette épine dorsale, donc, elle a été construite sur la base du réseau Renater, donc du réseau de la recherche, sur lequel on est venu s'appuyer avec des longueurs d'onde dédiées pour interconnecter l'ensemble des plaques de collecte qui sont plutôt au départ des plaques de collecte régionales. Donc, des sites collectés par des opérateurs, une épine dorsale qui est à la fois basée sur Renater, mais avec un gestionnaire qui a été Orange au départ, qui est toujours Orange, le marché a été renouvelé. Donc, toute cette partie de l'épine dorsale est aujourd'hui encore est gérée par Orange. Et puis, une fois qu'on a construit l'épine dorsale et les différents réseaux qui collectent l'ensemble des sites de l'État, on a eu aussi besoin d'interconnecter d'autres réseaux, voire d'autres sites. Donc c'est le cas de l'interconnexion avec Internet, bien évidemment, sans laquelle notre activité serait effectivement très, très réduite. On a aussi une interconnexion avec le réseau européen Testa. On a aussi, par nature, des liens avec Renater. Et puis, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, les réseaux partenaires pour les opérateurs de l'État. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Bon, là, c'est une petite représentation, effectivement, de ce qui a été dit sur le schéma. Alors, on voit les différents opérateurs qui sont cités ici. En gros, on a une plaque de collecte, si on prend les choses vraiment de manière très, très basique, une plaque de collecte qui raccorde un site utilisateur. Cette plaque de collecte remonte et est interconnectée avec ce qu'on appelle un PIB, c'est un point d'interconnexion sur le cœur de réseau RIE. Et après, via ce cœur de réseau, le site utilisateur peut accéder à des ressources aussi bien data centers de son propre ministère que des ressources qui sont publiées dans les data centers des autres ministères. Et tout ça se fait via l'épine dorsale du réseau. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Paulina, si tu peux. Ouais, c'est bon. Bon, là, très rapidement, c'est en gros l'organisation de l'équipe qui gère de manière globale ce réseau interministériel de l'État. Donc, au plus haut niveau, on a la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, au sein de laquelle on a un département dédié qui s'appelle ISO, infrastructure des services opérés. Le GTRB. Osquivo. À la tête de ce département, donc, on a M. Guy Duplaquet, qui a été ancien DSI du ministère de la Justice, de l'Agriculture, qui a travaillé aussi au sein du ministère de l'Intérieur, donc qui connaît très bien l'interministériel. On a après, dans l'ordre, on va peut-être privilégier la relation avec les différents utilisateurs du réseau, donc c'est le pôle PQP, enfin, utilisateur et fournisseur de services. Donc ce pôle PQP, il sert à la fois nos utilisateurs, mais il gère aussi la relation avec l'ensemble des prestataires de services sur lesquels s'appuie le RIE. On a ensuite, si on part de la partie collecte, le pôle de production qui aujourd'hui s'appelle ROC, hein, la slide n'est pas forcément à jour. Ce pôle de production sert à mettre en place les raccordements sur l'ensemble des sites de collecte, donc à la cible les 14 000 sites de l'État. On a
un pôle auquel on appartient avec la Touchane, qui est le pôle RIE-SOI, qui est en fait le pôle d'architectes à la fois qui construit la partie épine dorsale, l'administre, la fait vivre. Et le point particulier sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui nous concerne avec la Touchane, c'est ce qu'on appelle la plateforme de service, PFS, qui est le noyau central par lequel passent tous les flux interministériels. C'est un pare-feu, un gros système de pare-feu, on va dire, de manière symbolique, qui filtre tout ce qui doit passer et bloque ce qui ne doit pas passer dans les échanges interministériels. Et puis, pour faire vivre tout ça en mode exploitation et en termes de sécurité, on a le pôle hypervision-supervision qui intègre à la fois des équipes pour gérer l'incidentologie de manière générale, et puis plus particulièrement pour ce qui concerne le SOC RIE, tout ce qui est incident de sécurité. Ce pôle hypervision-supervision, contrairement aux autres, lui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des systèmes d'astreinte aussi. Oui, alors on a un pôle SI, effectivement, qui développe l'outillage utilisé par l'ensemble des équipes de la DINUM ISO. Voilà. Alors, on a des évolutions, effectivement, sur ce réseau qui commence donc à dater, qui a une dizaine d'années maintenant. Des projets, alors RIE 2.0, c'est globalement étendre les services en termes notamment sur la partie collecte, backbone, on a fait évoluer certains services sur la partie épine dorsale, mais c'est, je dirais, de l'amélioration liée à l'évolution des technologies de manière générale. On a une partie résilience qui, elle, est portée effectivement par le SGDSN. Alors, la résilience, ça vise notamment à avoir une sécurisation sur toute la partie épine dorsale, c'est-à-dire que initialement, on avait un seul fournisseur optique sur cette partie de l'épine dorsale, qui est historiquement Renater. On a construit, on est en train de finaliser la construction d'une deuxième boucle optique qui est gérée par Terra Alpha, qui est une filiale de la SNCF. Et on s'attache à avoir effectivement 0 recouvrement sur les liens qui sont utilisés pour ces 2 boucles optiques, de manière à vraiment avoir une redondance maximale. Et tout ça nous a été imposé par le fait que le RIE reprend les services Rimbaud, donc de gestion de crise au sein de l'État, à son compte. Ces réseaux Rimbaud étaient gérés jusque-là par des liens privatifs en dehors du RIE. Le RIE, il a été décidé de les intégrer au sein du RIE. Et donc, ça a nécessité d'assurer une résilience très, très forte sur le RIE. Pour la gestion de crise, tout le monde comprendra qu'il faut que ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, financement, effectivement, par des transferts de programmes métiers, notamment Rimbaud. Et puis, dernier volet, c'est la montée en puissance de l'épine dorsale. Donc, on va voir sur la slide suivante de manière un peu plus précise, ça financé par un plan de relance. Je pense qu'on peut passer sur la slide suivante qui reprend les 3 sujets de manière un peu plus détaillée. Voilà, donc amélioration des technologies et puis gestion un peu plus optimale des coûts. Sur la résilience, c'est ce que j'ai déjà évoqué, hein, on a deux boucles optiques. On améliore aussi la partie PFI. Donc la PFI, c'est la plateforme d'accès à Internet, hein, qui est une composante du RIE pour tous les services Internet de l'État.
Et puis essentiellement sur la partie THD, c'est le passage de débit de 10 gigas à 100 gigas sur l'ensemble de la boucle de l'épine dorsale. Voilà, on peut passer à la suite. Bon, rapidement sur la sécurité, effectivement, on s'appuie bien évidemment donc sur un RSSI dédié RIE qui travaille main dans la main avec l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information, les FSSI dans les différents ministères et les industriels spécialisés dans la sécurité. Le RSSI RIE travaille bien évidemment main dans la main également avec le SOC RIE. Le NOC, mais plus particulièrement le SOC, gère toute cette partie liée à la sécurité des échanges sur le RIE et avec Internet. Et puis on a tout un outillage effectivement qui doit nous servir avec des logs, notamment pour analyser tous les événements de sécurité qui peuvent intervenir sur le RIE. Du coup, on va passer à la suite également. Et on va arriver au sujet qui nous intéresse. Alors, juste, bien évidemment, j'essaie de passer assez vite, mais peut-être pas assez vite d'ailleurs, pour qu'il y ait un maximum de temps pour les questions après. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au départ, le RIE s'adressait essentiellement à un public ministériel. Par contre, il ne fallait pas oublier toute la partie opérateur de l'État et à un degré moins des collectivités, mais ça, on pourra en discuter, qui, eux, ne sont pas partie intégrante du RIE. Et donc, on a mis en place un moyen d'interconnexion et de raccordement de toutes ces entités. Alors, opérateurs de l'État, c'est même au-delà des opérateurs, hein, ça recouvre des entités privées, sociétés de services en informatique notamment, ou hébergeurs de services du monde privé qui hébergent des systèmes d'information pour l'État. Donc, ce qui a été envisagé, eh bien, c'est de mettre en place un système pour raccorder ces différents opérateurs de l'État ou entités privées hébergeant du SI de l'État. Et c'est ce qui a donné lieu à la mise en place d'un marché UGAP dédié à cette typologie d'entités. On peut passer à la suite, peut-être. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement, comme on a des besoins pour un certain nombre d'opérateurs de l'État d'accéder à des ressources côté ministériel et aussi pour les agents de l'État de pouvoir accéder à des SI qui sont hébergés à l'extérieur du RIE, il fallait effectivement qu'on trouve cette solution-là. Donc le marché UGAP, dans sa forme actuelle, c'est un lot dédié de raccordement au RIE au sein des marchés de prestations WAL. L'opérateur qui a été notifié donc, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, donc c'est la société Linked. Précédemment et encore pour l'essentiel du parc, on est chez SFR, hein, qui est l'ancien, qui était le titulaire du marché précédent. Le catalogue de services, c'est du classique, hein, c'est tout ce que peut proposer un opérateur télécom aujourd'hui. Donc à la fois sur des supports fixes, DSL ou fibre. Et puis on a une solution qui est beaucoup utilisée par des tout petits sites, qui est la possibilité de monter des tunnels IPsec sur un accès Internet existant, puisqu'on a pas mal de sites qui ont juste à leur niveau déployé une box Internet grand public, par exemple. Et donc leur seul accès, basiquement, c'est de l'Internet. Ils n'ont pas forcément les moyens de partir sur des solutions
même DSL ou fibre. Et donc, ils peuvent utiliser leur accès à Internet grand public pour monter, moyennant un équipement installé chez eux par l'opérateur, pour monter des tunnels sur Internet et pouvoir accéder au RIE en toute sécurité. Passer à la suite. Alors, voilà, un schéma qui essaye de montrer de manière basique comment s'organise tout ça. Donc, sur la gauche, vous avez le RIE avec ses composantes, donc des data centers ministériels, éventuellement pas pour quelques partenaires, c'est pas éventuel, c'est vraiment du concret, des connectivités avec le réseau européen TESTA. Et puis les deux ronds rouges qui représentent ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, ce qu'on appelle les plateformes de services. Alors on en a deux parce qu'en fait on a géographiquement deux positionnements de ces plateformes en termes de redondance et de sécurisation du système. Et ce sont les points de passage obligés de tous les échanges entre la sphère partenaire et la sphère ministérielle. Donc ces plateformes sont directement interconnectées avec le réseau d'opérateurs partenaires. Donc encore aujourd'hui pour une bonne part SFR, mais déjà un petit peu pour Linked et à l'avenir 100% chez Linked. Et puis l'opérateur collecte les différents sites partenaires via le marché UGAP et l'ensemble des prestations liées à ce marché. Ce qui est expliqué rapidement également via la grosse flèche sous le réseau d'opérateurs, c'est que on utilise pour ne pas se retrouver face à des doublements d'adresses IP, puisqu'en fait la base, effectivement, les échanges se font sur la base d'adresses IP. Comme la plupart des entités utilisent le même adressage RFC 1918, il n'était pas possible de faire cohabiter toutes ces entités sans trouver une solution pour éviter les recouvrements d'adresses. Donc, ce qui est imposé, c'est l'utilisation d'un adressage RIE. Donc, chaque partenaire a un découpage d'une plage dédiée RIE qu'il doit utiliser impérativement pour pouvoir communiquer avec le côté ministériel du RIE. Voilà, on peut peut-être passer à la suite. Voilà, alors comment ça se passe pour se raccorder quand on est un partenaire? Déjà, il faut pouvoir commander à l'UGAP. Donc ça, c'est une contrainte. Donc soit on est un opérateur de l'État, on a effectivement l'accès au marché UGAP, soit on est une entité privée, et là, comme on héberge un SI ministériel, c'est le ministère qui fait héberger son SI dans cette entité privée qui va commander à l'UGAP et après éventuellement mettre en place une convention de refacturation avec ce partenaire privé. Donc le principe, on a un kit qu'on diffuse. Alors il y a une lettre effectivement dans laquelle le partenaire explique pourquoi il veut se raccorder au RIE. Et ensuite, on explique comment va se faire ce raccordement. Donc on a un formulaire à remplir et un certain nombre d'étapes à franchir. Donc une fois que le formulaire est rempli, il doit être envoyé à la DNUMISO, donc l'équipe Latouchan, Sribaskaran, Jean-Marie Chapuis. Nous, on s'occupe, quand ce sont des nouveaux partenaires, de leur fournir un identifiant RIE qui leur servira pour éventuellement déclarer des incidents. Et surtout le plan d'adressage RIE qui leur est affecté pour se raccorder avec les entités côté RIE. Une fois qu'on a fourni ces éléments, on les transmet à la fois à l'opérateur et aux demandeurs partenaires. Donc chacun ait connaissance de ces éléments complétés. Et ensuite, l'opérateur se met directement en contact avec le partenaire pour établir un devis sur la technologie qui est choisie pour son raccordement. Il faut ensuite, une fois que tout ça a été mis au point avec l'opérateur, que le partenaire monte une convention avec l'UGAP
puisqu'il faut savoir que la Dynumiso n'a pas du tout son mot à dire sur la partie marché UGAP. Donc c'est bien un marché UGAP, et à ce titre-là, l'entité qui facture le partenaire et auquel le partenaire doit régler ses factures, c'est l'UGAP. Et après, il y a un conventionnement entre l'UGAP et le fournisseur de l'opérateur télécom pour l'ensemble de cette partie-là, de refacturation et des coûts liés à la prestation. Donc, convention à monter entre le partenaire et l'UGAP. Une fois que cette convention est signée des deux parties, c'est l'opérateur qui reprend la main pour le déploiement technique de l'accès vers le RIE. Question. Pour l'envoi du kit partenaire et l'utilisation effective du réseau, combien de temps? Alors, très bonne question. Alors, au tout début, on a beaucoup été en difficulté sur ces sujets-là parce que il y a quelques années, quand on a démarré avec l'UGAP, on n'avait pas forcément la bonne organisation pour répondre rapidement. On a parfois des raccordements qui n'ont pas été réalisés en dessous de l'année pour certains, voire 6 mois, et on perdait beaucoup de temps dans la partie administrative. Donc, en gros, pour répondre, un dossier qui est bien suivi, c'est-à-dire que le partenaire, c'est clé pour le partenaire, c'est-à-dire que il doit être moteur dans cette relation à la fois avec l'UGAP et avec l'opérateur télécom. S'il laisse faire, ça peut effectivement prendre beaucoup de temps. Mais un partenaire qui suit vraiment ses dossiers, à la fois en termes administratifs avec l'UGAP et techniques avec l'opérateur, après, tout dépend de la technologie choisie. On va dire, si c'est du DSL, en 2 mois, on peut avoir un accès opérationnel entre le début, le lancement, je dirais, de la demande. Si c'est de la fibre, ça peut dépendre effectivement du temps de déploiement de la fibre sur le site concerné. Mais si le dossier est bien suivi, on gagnera beaucoup sur la partie administrative. Et après, on restera sur des délais liés au déploiement des technologies par rapport au site à raccorder. Je précise, si jamais votre question concernait le côté RUE, on est assez réactif, en moins de 72 heures, votre demande sera envoyée à l'opérateur avec les informations RUE, notamment le plan d'adressage et l'identifiant unique RUE. Assez réactif là-dessus. Oui, ce n'est pas à notre niveau que va se jouer le délai. Le délai, ce que je disais, c'est sur la partie administrative, il faut vraiment suivre le sujet. Et après, suivre l'opérateur et le relancer quand il n'y a pas de répondant derrière. Tunnel IP5. Alors, c'est juste, alors, si on met de côté la partie administrative, toujours, un tunnel IP5, ça veut dire que c'est simplement l'opérateur qui va venir installer chez vous un équipement qui permettra de monter des tunnels IP5. Alors, je ne sais plus pour Link si c'est un routeur ou un chiffreur ou un équipement ou un pare-feu, mais voilà, c'est un équipement qui va permettre de monter des tunnels IP5 sur l'accès Internet existant. Donc, le délai, c'est essentiellement pouvoir prendre un rendez-vous avec vous, installer le matériel, le configurer. Donc, on a déjà eu des précédents où, je dirais, sur la partie pure technique, en 15 jours, 1 mois maximum, l'accès est opérationnel. Si on n'a plus de questions, vous pourrez poser vos questions éventuellement plus tard. On va peut-être passer sur la slide suivante. Alors, on a beaucoup parlé de l'UGAP. On va passer sur l'autre mode de raccordement, puisque en fait, les adhérents rénataires, donc on a quelques musées, des universités notamment, qui sont adhérents rénataires de base, peuvent se raccorder aussi au RIE via un partenariat qu'on a monté avec Renater. Donc là, c'est une interconnexion, vu qu'on a une interconnexion avec Renater. Le partenaire qui est déjà client Renater va avoir une partie
une nouvelle configuration sur son axe existant. Donc, ça veut dire là, pas du tout de matériel à déployer ou autre, c'est juste de la configuration logicielle. Avec Renater qui affecte aussi un plan d'adressage. Là, nous, autant sur la partie UGAP, on est moteur par rapport à la fourniture de l'adressage RIE, autant vis-à-vis de Renater pour améliorer la souplesse de traitement. On a délégué une grosse plage IP RIE à Renater qui affecte après des subnets de cette plage à chacun des utilisateurs Renater qui veut se raccorder au RIE. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est en général beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que celle via l'UGAP, et surtout qu'elle est totalement gratuite, parce que Renater ne facture pas ce service. C'est juste une configuration d'un équipement chez l'utilisateur, donc là, il n'y a pas de facturation supplémentaire par rapport à celle qui existe déjà dans le cadre du conventionnement Renater pour ces entités-là. Donc là, un petit schéma comme le précédent, on voit qu'on n'a pas grand-chose qui change. La différence, c'est que les sites sont déjà déployés dans la technologie qui va bien, et c'est juste de la configuration sur les équipements d'accès Renater avec, pareil, l'obligation d'utiliser l'adressage RIE pour accéder aux services qui sont côté RIE. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser qui seraient clients Renater, il y a un portail dédié au raccordement de manière générale qui s'appelle le PASS pour les adhérents Renater. Et sur ce PASS, sur ce portail, on a une rubrique dédiée pour le raccordement au RIE. Donc pareil, avec un formulaire, une FAQ, il y a différents éléments avec la description du service pour les adhérents Renater. Alors, le sujet effectivement des ouvertures de flux. Le RIE, il a été bâti donc à l'origine pour des entités ministérielles, donc c'est avec leur concours et des budgets de l'État que ce RIE a été construit, et de tout temps, c'est eux qui ont eu la main sur les demandes d'ouverture de flux entre ministères. La partie partenaire, c'est pour nous une zone que l'on ne maîtrise pas du tout. Autant la partie ministérielle, c'est notre quotidien. On a des relations très, très abouties avec les ministères. Les partenaires, c'est une sphère assez éclectique pour nous. Donc, il n'est pas question pour la DINUM d'accepter des demandes d'ouverture de flux entre un partenaire et une entité ministérielle à sa seule demande. Donc, seule une entité ministérielle peut nous faire des demandes d'ouverture de flux. Ce qui veut dire que le partenaire qui a des besoins de ce type-là doit rentrer en relation. De toute façon, c'est obligatoire parce qu'il faut que le ministère qui a besoin d'échanger avec un partenaire soit forcément au courant des flux en question, de quel adressage sera utilisé pour réaliser ces échanges. Donc, il y a forcément un échange au départ. Souvent, cet échange est fait au niveau applicatif, fonctionnel, mais il faut à un moment qu'il redescende au niveau des équipes réseau sécurité des ministères. Et donc, ce sont ces équipes réseau sécurité des ministères qui sont nos correspondants ADER RIE, que se feront les demandes d'ouverture de flux. Et donc, via leur demande, on pourra ouvrir des flux spécifiques avec les partenaires. Donc ça, c'est vrai au départ, quand un partenaire arrive sur sa connexion RIE, il a des besoins, mais après, même pour les besoins qui arriveraient par la suite, ce principe restera le même.
Si on fait le zoom sur VAS, bien évidemment, VAS, c'est le ministère de la Culture qui nous a demandé les ouvertures de flux, alors de manière assez large, pour qu'on n'ait pas à revenir effectivement, nous, à chaque fois sur une nouvelle ouverture de flux, chaque fois qu'un nouveau partenaire veut se connecter à l'ITA. Comment cela se passe-t-il pour une collectivité territoriale? Alors, collectivité territoriale, ce n'était pas le cœur de cible au départ. Il n'y a jamais eu vraiment une publicité faite de ce marché UGAP à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment des opérateurs étatiques qui étaient le cœur de cible. Forcément, par rapport à l'arrivée de VAS, on ouvre plus large et on ne fera pas de publicité sur le sujet. Donc, collectivité territoriale, il faut qu'elle ait, comme je disais tout à l'heure, accès à l'UGAP. Et donc, de la même manière que tous les autres partenaires, elle peut remplir le formulaire et nous l'adresser pour se raccorder au RIE. Pour Renater, normalement, vous savez si vous êtes raccordé à Renater. Donc, après, si vous n'êtes pas dans les équipes informatiques, il faut s'adresser à vos correspondants informatiques et leur demander. Mais en général, voilà, c'est que si vous avez accès à Renater, c'est que votre ministère de tutelle est le ministère de la Recherche, de manière basique, ou de l'éducation. Après, effectivement, voir avec vos correspondants informatiques et réseaux, qui eux sauront forcément si vous êtes bénéficiaire de Renater. Alors, on a du coup pour la question de vérification de si on a Renater ou pas, un cas d'une équipe informatique qui n'aurait pas transmis l'information, qui ne l'aurait pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vérifier un accès à Renater que de demander à ses correspondants informatiques ou à la DSI ou au service numérique? Alors après, demander... une entité pourrait éventuellement ne pas être adhérent Renater aujourd'hui, mais y avoir droit. Donc là, nous, on n'est pas habilités ou compétents en la matière. Il faudrait prendre contact avec le GIP Renater. Hein, donc, ils ont un site internet accessible facilement. Et je pense qu'il y a des moyens de contact du GIP, hein, du groupe d'intérêt public Renater, pour pouvoir poser les questions. Il y a peut-être même sur leur site les prérequis pour être bénéficiaire du service Renater. Merci Jean-Marie. On a une autre question sur l'existence ou non d'une différence de performance, je présume dans le débit, entre les différents modes de raccordement, que ce soit fibre, IPsec ou autre. Là, c'est lié à la technologie. Donc effectivement, si vous êtes en raccordement direct, tout dépendra, que ce soit du DSL ou de la fibre, ça dépendra essentiellement du débit que vous avez souscrit, hein, bien évidemment. La partie IPsec, l'avantage, hein, c'était celui qui a été bien compris, j'ai l'impression tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. En termes de coûts, c'est négligeable, hein, c'est quelques dizaines d'euros d'abonnement contre plusieurs centaines pour un raccordement fibre. Par contre, on a les inconvénients de l'avantage, c'est-à-dire à partir du moment où ça ne coûte pas cher, on est sur Internet, on ne peut pas garantir la performance, la disponibilité de l'accès, la latence sur le réseau, etc. Donc là, on est dépendant d'Internet et des avantages et des inconvénients d'Internet. Et par contre, il n'y aura aucun impact de ce que va rajouter l'opérateur pour le raccordement IPsec. Ce n'est pas là que va se situer les éventuelles pertes de performance, ça sera sur la qualité de l'Internet.
Évidemment, sur le débit souscrit aussi, parce que si vous avez une box ADSL à 10 mégas ou une à 10 gigas, ou 1 giga, on va dire peut-être, parce que 10 gigas, ça commence à venir, mais peut-être pas tant que ça, forcément, vous n'aurez pas les mêmes performances. Mais indépendamment du débit que vous avez souscrit sur Internet, il y a aussi la disponibilité et la performance du réseau en tant que tel. Alors, s'il n'y a pas davantage de questions sur cette diapo, je vous propose de passer à la suite et je vais prendre le relais pour 2 diapositives pour parler du service FAS et du travail fait avec le pôle RIE. Alors sur le service VAS, tout d'abord une présentation synthétique du service parce que on s'est dit que si vous étiez intéressé par cette session dédiée à la présentation du pôle RIE et à son contexte ainsi qu'aux méthodes de connexion, c'est que vous étiez déjà assez au courant de ce qu'était Vitam Accessible en service. Donc cette session ne va pas faire comme mardi après-midi une présentation globale de l'offre de service. Mais voilà, ce résumé, et dans ce résumé, ce que je souhaite vous dire, donc, c'est que Vitam Accessible en service est une offre de service qui permet de bénéficier à des souscripteurs qui seraient des partenaires ou des porteurs en fonction de leur institution, d'avoir un front office qui s'appelle Vitam UI, qui est un front office collaboratif développé par le programme Vitam et par des partenaires contributeurs dans le club utilisateur des réutilisateurs du logiciel Vitam. Donc il a été construit ce front office par le service VAS qui à l'origine comprenait le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et les ministères sociaux, mais aussi 3 autres partenaires qui sont le CINES, le CEA et l'entreprise privée Xeliance. Et donc, ce front office est utilisé avec le back-office de Vitam, donc la souche logicielle de Vitam, qui est aussi notre logiciel libre développé par le programme Vitam, et qui historiquement a été construit par le ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées, qui sont les 3 ministères en charge de archivage définitif. Et sur la partie hébergement, nous avons donc choisi d'offrir le service avec un hébergement sur une infrastructure de l'État, qui est le cloud Nubo, qui est opéré par la Direction générale des finances publiques et qui est un cloud souverain qui est disponible donc sur le réseau interministériel de l'État. Et c'est pour cela que aujourd'hui, tous les utilisateurs de VAS sont forcément des utilisateurs aussi du RIE et doivent, en cas d'adhésion au service VAS, établir une connexion au RIE tel que cela a été présenté par Jean-Marie. Sur la partie situation de Vitam Accessible en service aujourd'hui, nos utilisateurs actuels sont donc les 3 ministères fondateurs du service, la culture, les affaires sociales et la transition écologique, mais nous avons également 2 autres ministères porteurs qui sont arrivés l'année dernière et il y a 2 ans, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ainsi que le ministère de la Justice. Nous avons également été rejoints par d'autres utilisateurs en cours de l'année 2023. Donc ils ont marqué leur intérêt pour le service VAS dès l'année 2022, parfois 2021. Et en fonction de la maturité de leur projet d'archivage électronique, de stratégie établie ou non, ou de cadrage de projet en cours, ils ont pris contact avec nous pour des présentations du service VAS détaillées avec ce que comprend l'offre service, comment on y adhère. Et ensuite, ils ont préparé leur projet d'utilisation. Tous sont passés par le club utilisateur de Vitam pour pouvoir prendre en main le logiciel Vitam via l'environnement partenaire qui est mis à leur disposition, qui permet d'avoir accès en fait à une instance qui est dédiée à l'organisation pour tester et préparer un projet d'usage de Vitam Accessible en service. Donc dans ces autres utilisateurs, que donc, nous distinguons par le terme de utilisateurs partenaires, contrairement à utilisateurs porteurs, ces utilisateurs partenaires sont aujourd'hui le conseil départemental du Gard, qui a donc participé à la session de mardi après-midi pour faire son retour d'expérience sur son projet d'usage VAS et qui notamment a fait le point sur son projet de connexion au RIE qui a pu aboutir justement en ce mois de novembre. Le 2 novembre, l'accès était ouvert et le Gard était donc en capacité d'accéder à leurs environnements sur VAS pour pouvoir y faire leurs travaux de préparation, de versement de leur paquet d'archives. Nous avons également le musée du Quai Branly
qui est arrivé en début d'année et qui en fait bénéficiait déjà d'une adresse IP publique sur le réseau interministériel de l'État, donc avec qui la connexion a été très rapide puisque il a été nécessaire de mon côté, enfin du côté de l'équipe VAS, que je réalise une action de demande d'ouverture de flux entre les adresses IP et cette demande a été ensuite passée par le service du numérique du ministère de la Culture au pôle RIE et on a pu faire les vérifications très rapidement. Ça a pris, je crois même pas 2 jours pour que le musée du Quai Branly puisse tester son accès aux différents environnements de VAS. Donc nous avons 4 environnements. On a un environnement bac à sable, un environnement de recettes, un environnement de pré-production et un environnement de production. Donc en cas d'ouverture de flux, on vérifie à chaque fois l'accès à ces 4 environnements puisqu'ils sont nécessaires pour les différentes étapes des projets d'usage de VAS pour à la fois tester la mise en place des SSO, des authentifications uniques, des instances utilisatrices, enfin des organisations utilisatrices, ou bien pour tester des versements en mode flux en dehors de l'environnement de pré-production et production. Nous avons également dans nos utilisateurs les conseils départementaux de l'Hérault et du Tarn-et-Garonne, qui sont aussi arrivés cette année. Et qui, dans les 2 cas, sont en cours de mise en place de leur accès au RIE, mais qui n'ont pas forcément le même parcours que le conseil départemental du Gard, parce qu'ils ne bénéficient pas des mêmes services au sein de leur région et de leur département. Donc on a le conseil départemental de l'Hérault qui passe par une entrée, enfin qui est en train de travailler sur un point d'entrée via Arenater, et nous avons également le Tarn-et-Garonne qui a un accès via le très haut débit Occitanie, qui leur permet d'avoir une porte d'entrée sur le RIE qui sera, j'imagine, assez rapide, mais en tout cas ils sont arrivés en septembre, donc à ce stade ils sont encore en train de préparer leur projet. Mais voilà, les différents points de contact donc ont été mis en place à partir du moment où ils sont entrés dans le service VAS. On dit qu'ils allaient rentrer. On a eu des mises en relation, de la transmission de kits, donc comme ça a été évoqué par Jean-Marie, de kits d'information sur le RIE avec les différentes coordonnées des différents interlocuteurs. Et puis ensuite, les services numériques, les directions des systèmes d'information de chaque conseil départemental a fait le travail de contact et de relation soit avec l'UGAP, soit avec Renater, en fonction de ce qui était possible de faire au sein de leurs organisations. Et donc nous avons également dans nos utilisateurs aujourd'hui la Société du Grand Paris qui, elle, a fait un projet de connexion RIE en fait de son entrée au mois de juin. Donc ils sont rentrés en début d'année et au mois de juin ils avaient accès au RIE après avoir fait un projet vraiment du début à la fin sur la mise en place d'ouverture de ces flux. Et c'est un projet pareil qui a été donc accompagné par le pôle RIE et par un suivi de côté du programme Vita, mais en particulier de l'équipe VAS, pour permettre donc de vérifier que c'était en accord avec leur planning projet et que on puisse répondre à leurs différentes questions techniques aussi, puisqu'ils ont une mise en place particulière avec un VPN qui leur permet d'accéder au RIE pour certains utilisateurs ou des applications qui seraient versantes en mode flux. Et nous avons aussi des projets de connexion de flux, donc c'est pas des utilisateurs de VAS en tant que tels, puisqu'on travaille avec la direction interministérielle du numérique sur la partie démarche simplifiée. Donc démarche simplifiée étant utilisée par certains des utilisateurs de VAS, on était intéressé par le fait de mettre en place un versement en mode flux depuis démarche simplifiée dans Vitam Accès des services pour les utilisateurs de VAS qui ont des démarches qui doivent être archivées. Et donc dans ce contexte, ce sont des projets de connexion en mode flux qui peuvent se situer sur des architectures ou des organisations qui ne sont pas forcément utilisatrices du RIE, puisque Démarche Simplifiée est accessible sur Internet, c'est accessible aux citoyens et aux associations. Et nous travaillons aussi avec le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur de la Défense Sud-Ouest, qui n'est pas encore utilisateur de VAS. Donc le ministère de l'Intérieur des Outre-mer est en train de préparer son entrée et ils sont sur le RIE aussi. Et en fait, on teste des connexions en mode flux pour certaines démarches qui sont faites avec eux sur le bac à sable de Vita Maximum Service. Et ils s'appuient en fait sur tous les autres utilisateurs pour effectuer leurs projets, puisqu'on partage, tous nos utilisateurs partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques entre eux sur la manière qu'ils ont d'utiliser le service Vita Maximum Service, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie fonctionnelle.
Et nous sommes arrivés à la fin de la présentation, donc je vais arrêter le partage d'écran et je vous propose, donc pour les participants à cette session, de lever la main ou de continuer à poser vos différentes questions pour le pôle RIE ou pour moi sur la partie Vitam Accident Service via donc la conversation sur Teams ou bien en donc levant la main pour que je puisse voir dans la liste des participants qui souhaitent intervenir et je réactiverai du coup votre micro et votre caméra si vous souhaitez l'allumer pour que vous puissiez poser votre question à l'oral. Alors, si vous n'avez pas de questions qui vous viendraient comme ça dans l'immédiat pendant la session, comme Alice vous l'avez évoqué en début de session, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, côté équipe Programme Vitam et équipe VAS pour poser davantage de questions, si vous avez un contexte qui vous semble particulier, si vous avez des interrogations sur vous souhaitez mettre en place un projet d'usage VAS et vous souhaitez avoir une présentation plus détaillée déjà de VAS si vous n'avez pas participé mardi après-midi ou nous présenter votre projet de mise en place d'un service d'archivage électronique, que ce soit pour l'archivage intermédiaire ou définitif en fonction de quelles sont vos contraintes réglementaires. Donc n'hésitez pas aussi à nous écrire sur nos adresses mail, donc soit sur l'adresse mail nominative de Alice et de moi-même, soit sur la boîte aux lettres fonctionnelle de contact du programme Vitam qui est disponible depuis notre site internet. Pas de questions sur les présentations effectuées. C'est vrai que le pôle RIE nous a fait une présentation très détaillée, à la fois de l'historique, de l'actuel et des perspectives à venir. Donc merci beaucoup pour vos interventions, Latouchane et Jean-Marie. Si côté participant, vous n'avez pas de questions suite aux présentations, je pense que là, on ne va pas tarder à se dire au revoir. Alors on a une question à l'écrit. Quel genre de problème technique peut-on rencontrer ? Alors, problème technique, je pense qu'on a un problème logistique, peut-être tout à l'heure, ça a été évoqué sur la partie, s'il y a un souhait de débit élevé, il peut y avoir des travaux physiques qui peuvent être effectués localement avec le passage de la fibre. Donc là, on est vraiment sur des travaux qui sont faits pour retirer des câbles, en fait, c'est du matériel. Sur la partie technique, j'ai en tête des éventuels problèmes de mobilisation, plutôt de bons profils, d'avoir des architectes réseau lorsque l'architecture est complexe, si on a des applications qui ont accès sur Internet, d'autres pas. Je ne sais pas si, Jean-Marie, tu en vois d'autres avec Latouchane. Oui, alors là, il me vient, effectivement, tu as déjà évoqué un sujet, c'est dès qu'on souscrit à de la fibre notamment, c'est là que c'est souvent le plus compliqué. Les problématiques de tirage de fibre sont un élément qui peut poser problème. Mais j'en ai un du coup qui me vient, que tu connais bien, c'est celui qu'on a rencontré avec la RATP. Et du coup, je vais faire un zoom, peut-être, je suis passé un peu vite. Alors, je ne sais pas si on a par contre un public technique, mais je vais essayer d'être le plus basique possible dans mon explication. J'évoquais tout à l'heure le fait que pour communiquer avec le RIE, il fallait impérativement utiliser un adressage RIE. Et donc, pour utiliser cet adressage RIE au niveau d'un partenaire, il faut pouvoir transformer les adresses IP des équipements du partenaire, qui sont de l'adressage privé, donc RFC 1918, c'est-à-dire un adressage local au partenaire, dans de l'adressage RIE. Et cette opération de transformation de cet adressage privé en adressage RIE, c'est ce qu'on appelle la translation d'adresse ou le NAT. Et donc cette opération est à la charge du partenaire. Sur un équipement, en général, c'est plutôt un pare-feu. Et on peut avoir des difficultés alors de deux ordres. Soit le partenaire ne sait pas faire
ou n'a pas des équipements en place qui peuvent facilement réaliser cette opération. Donc ça pourrait éventuellement nécessiter l'acquisition de nouveaux équipements ou de faire appel à des compétences que le partenaire n'a pas de base, donc éventuellement de devoir faire appel à des sociétés de services informatiques pour les accompagner. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il peut y avoir aussi une incompatibilité réelle ou perçue comme telle par le partenaire entre l'adressage RIE et l'adressage qui serait connu par ailleurs chez ce partenaire. Et je pense notamment, on a eu aussi une confusion parce que je te l'entendais dire tout à l'heure, Paulina, tu parlais d'adressage public RIE. En fait, pour nous l'adressage RIE, ce n'est pas de l'adressage public, c'est un adressage qui est réservé aux opérateurs télécoms. En l'occurrence, cet adressage n'est pas connu sur Internet, même s'il peut ressembler sous certains aspects à l'adressage qu'on peut trouver sur Internet. C'est un adressage qui est réservé à l'interconnexion des équipements des opérateurs télécoms. Donc, certains grosses structures, c'était le cas avec la RATP, peuvent être embêtés par cet adressage RIE. Récemment, la Touchane en avait aussi, je crois que c'était la Caisse des dépôts et consignations, qui avait pour eux cette confusion entre adressage RIE, adressage public Internet, et qui pensaient ne pas pouvoir réaliser l'interconnexion parce que pour eux, cet adressage RIE, ils le connaissaient déjà sur Internet, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc il peut y avoir des problématiques liées à l'adressage. Mais normalement, on a des solutions pour tous les cas de figure. Et on vous accompagne également avec l'opérateur que vous choisissez, notamment Link. Oui, Très cas. que ce soit SFR ou Link, on a de très bons rapports avec eux, même si on n'est pas partie prenante directe de la mise en place de vos accès. On a les points de contact, on les connaît bien, donc on peut aussi être en position d'aider les choses, d'accélérer ou de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien. En tout cas, ça a déjà été fait et j'en profite aussi pour remercier le Pôle RIE et la DINUM pour le travail d'accompagnement du service FAS qu'elle réalise, puisque nous avons donc une relation où la DINUM est un sponsor historique, c'est un parrain du service VAS, et à chaque fois qu'on a eu besoin pour l'accompagnement d'un utilisateur actuel ou entrant dans VAS, à chaque étape, la DINUM et le Pôle RIE ont été présents pour faire des réunions, faire des appels, faire le point sur les difficultés ou sur les perspectives. Donc c'est vraiment, il y a une forte réactivité et merci beaucoup pour cela aussi au Pôle RIE et à la DINUM. Alors nous avons une main levée. Je vais activer donc le micro et la caméra pour Franck Lequelec. Franck, vous avez normalement la possibilité de réactiver votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'activer la caméra, c'est vrai que c'est plus plaisant. Voilà, RATP, et je vous en remercie, j'en suis donc un représentant. Donc nous, effectivement, on s'est heurté à pas mal de difficultés à cause, on va dire, du RIE. Vous avez soulevé un point, je pense que vous avez raison, hein. De toute façon, il faut de la compétence interne et peut-être aussi des équipements. Je pense que côté RATP, je ne vais pas bien dimensionner la charge, la difficulté, la charge en face de la difficulté pour pouvoir aborder ce sujet. On y était venu sur ce projet, je pense, avec un aspect très SaaS d'accès à l'application et des difficultés moindres perceptibles comme ça sur les RIE. Ça s'est avéré beaucoup plus complexe. Donc, bon, moi, je suis plutôt administrateur fonctionnel et métier, donc je ne saurais pas vraiment discuter de tous ces sujets techniques.
Mais on reste toujours en adhérence avec le projet, avec VAS, de toute façon, et avec le RIE. On essaie de voir comment ça évolue éventuellement. Peut-être qu'un jour, on se regreffera sur cette solution-là. Je voulais quand même revenir sur un point de blocage qu'on avait eu, c'était le nombre d'adresses IP accessibles. Alors, moi, j'avais le côté utilisateur, à savoir que contrairement à une application en SaaS pur accès Internet, où finalement on déclare dans l'application les utilisateurs et après, via la connexion Internet, ils accèdent directement à l'application. Là, dès lors qu'on a l'accès RIE, on a ce problème d'adresse IP. Et j'avais l'impression qu'on était obligé, pour chaque utilisateur à déclarer dans l'application, de devoir aussi déclarer son adresse IP propre à sa machine, ce qui rendait extrêmement compliqué la déclaration d'un profil utilisateur. Et l'autre point, donc au-delà de l'utilisateur qui aura accès à VAS, c'est lorsqu'on exploite des SI en SaaS, dans lequel il y a des informations et qu'on aurait souhaité pousser directement par connecteur dans VAS. Ces applications en SaaS ne sont, je pense, toutes, aucune n'est dans le RIE nativement. Comment se passe ce flux? Est-ce qu'il y a forcément besoin que le flux passe déjà du SaaS vers la RATP en vue de pouvoir pénétrer dans le tuyau RIE et accéder à VAS? Alors, il y a plusieurs questions. Je pense qu'il y a une question qui est plutôt pour moi, Marie Latouchane, mais je ne sais pas si vous voulez commencer par répondre à la première remarque, question sur le RIE. Alors en effet, on a été déçus de voir la RATP partir vers une autre solution parce qu'il y a eu un blocage avec votre accès au RIE, mais vous nous avez bien dit que vous n'alliez pas entièrement renoncer à l'état maximum en service. Donc on reste en contact sur ce sujet. Est-ce que Jean-Marie, tu souhaites réagir ou intervenir avant que je réponde sur la question des flux? Oui, non, alors juste pour préciser, parce que l'intervention de M. Lequelec, elle pourrait faire peur. Donc, je veux juste resituer. Je comprends parfaitement qu'une structure aussi importante que la RATP ait des contraintes ou des organisationnelles, techniques et autres qui puissent faire que le raccordement au RIE pour accéder à VAS soit complexe. Mais je veux rassurer toutes les entités beaucoup plus petites, beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables en termes d'organisation technique, sur le fait qu'il n'y a aucune difficulté avec le RIE pour se raccorder à VAS. Le cas de la RATP est sans doute un cas très très particulier. Et il ne faut surtout pas imaginer que les difficultés rencontrées à ce niveau-là sont généralisables à l'ensemble des autres partenaires. Ça, c'est un point. Moi, ce qui me gêne dans votre intervention, M. Lequelec, c'est que vous avez dit que, en gros, le problème, c'était l'accès au RIE. Et sous-entendu, le RIE, non, ce n'est pas le RIE. Donc, l'accès au RIE, il est très basique et très simple. Après, moi, je vous entends et je comprends parfaitement que la RATP ait ses contraintes qui complexifient cet accès-là. Mais il ne faut pas laisser entendre que le RIE est un problème au raccordement de VAS. Alors, moi j'entends, et encore une fois, je dirais là encore mea culpa côté RATP, on n'a pas forcément bien dimensionné les équipes techniques pour traiter le sujet. Il y avait sans doute des pistes à étudier. On n'a pas pu aller plus loin pour différentes problématiques. Néanmoins, j'insiste sur une chose. C'est ce que j'ai souvent eu l'occasion de discuter avec Alice notamment. Le sujet de VAS, de Vitam, est un sujet qui est issu des ministères porteurs, d'entités donc qui baignent nativement dans les RIE, mais l'une des ambitions de VAS est de donner accès à des organismes publics comme la RATP. Moi, je suis désolé, il y a une difficulté inhérente au RIE que l'on ne retrouve pas. On va prendre par exemple le cas de Xeliance, qui utilise Vitam. Xeliance, pour se connecter à Xeliance, ces histoires, ces problématiques d'IP, on ne les aura pas. On va avoir un lien d'accès à Internet et on va se connecter directement à la solution. Si demain, je veux
habiliter un utilisateur à utiliser leur solution XAM, ça sera juste une déclaration du profil dans l'application. Je n'aurai pas de problématique d'adresse IP. Si demain, je dois interconnecter un de nos SaaS avec XAM, je n'aurai pas de difficulté non plus de ce côté-là. Donc oui, il y a une difficulté, à mon sens, et même si je suis un profane, enfin je suis un néophyte complètement au sujet technique, il y a une difficulté qui est là et qu'il faut surmonter de par les équipes techniques pour pouvoir se travailler facilement. Problématique que je n'ai jamais rencontrée avec d'autres SaaS, y compris des SaaS de SAE, jusqu'ici. Je ne dis pas que c'est Vous êtes insurmontable. sur le RIE. Ce VAS est déployé sur le RIE. Donc, il faut faire avec le fait que ce n'est pas Internet. Et On est d'accord. le RIE n'est pas Internet. Et à ce titre-là, Dieu merci, puisque sa vocation, c'est quand même d'être un réseau sécurisé et protégé d'Internet pour les bénéficiaires de l'État. Donc, effectivement, il a ces contraintes qui ne sont pas celles de l'Internet, où effectivement, on a des accès hyper souples, mais on a avec des risques en termes de sécurité. Bien sûr. Mais là, Non, sur mais l'aspect, l'entends bien. moi, je ne peux pas répondre. Moi, je peux juste vous dire qu'il n'y a pas de problématique. Et ça, je m'adresse, effectivement, on avait eu ces débats avec la RATP. Moi, je m'adresse surtout aux personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui pourraient prendre peur par rapport à votre discours pour leur dire ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problématique complexe à se raccorder au RIE, utiliser VAS. Alors, moi, j'ai envie de pondérer comme la chose, même si moi aussi, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit qui voudrait accéder à ce service. Attention, si vous ne baignez pas nativement dans le RIE et en fonction de votre organisation, de vos systèmes d'information propres, il y a un sujet qui doit être bien instruit par des architectes côté de vos SI. Ce n'est pas si simple que ça. Il ne faut surtout pas partir du principe qu'on a accès à un SaaS, ça va se faire nativement. Non, effectivement, c'est quelque chose qui baigne dans le RIE parce que c'est l'historique, parce que c'est la sécurité qui était nécessaire derrière tous vos SI des mystères, ça, je l'entends parfaitement. Mais encore une fois, lorsque on s'adresse à des organismes publics, mais comme la RATP, qui est un EPIC, c'est le but de faire venir ces structures-là dans la sphère, dans l'offre de Vitam, de VAS notamment. Attention, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je n'aurai qu'un souhait, c'est que ça devienne très simple. En tout cas, si demain on doit venir sur VAS, croyez-moi qu'on va armer une équipe beaucoup plus solide d'un point de vue architecte, parce que le sujet, il n'est pas forcément simple. Mais on devra s'assurer que tout passe bien. Voilà. J'ai toujours cette problématique, je la ressoulève encore, vis-à-vis des applications en mode SaaS que nous pouvons avoir, qui hébergent de la donnée. Comment ces applications ont versé leurs données dans VAS? Est-ce qu'elles vont devoir je souscrire? voudrais y répondre si je peux prendre le relais Bien sûr. sur cette partie-là, parce que à ce stade, donc dans le service VAS, encore aujourd'hui, nous n'avons aucun versement mode flux dans VAS. On a les organisations qui sont utilisatrices historiques, elles font des versements manuels avec des paquets d'archives qui sont constitués à la main via Archifiltre ou Recip et qui sont déposés donc dans Vitam accessible en service via Vitam EI sur l'environnement VAS, donc qui est sur le RIE manuellement. Et donc dans nos utilisateurs récemment arrivés, nous avons des utilisateurs qui vont ouvrir des flux ou qui sont en train de les ouvrir. Donc la Société du Grand Paris est en train d'ouvrir son flux de versement dans Vitam accessible en service. Donc ça, c'est un cas d'usage où nous avons une organisation qui n'avait pas le RIE, qui a fait un projet de RIE, mais qui est plus récente que la RATP. Donc les contextes d'architecture n'étaient pas les mêmes et qui utilise un ETL pour la communication entre ces systèmes d'information qui sont tous exposés sur Internet. Et donc leur problématique, c'est de pouvoir faire un versement en mode flux depuis leurs systèmes d'information qui sont aussi des SaaS vers Vitam accessible en service via des appels API.
Donc, ce qu'ils ont, alors les flux sont en cours d'ouverture, donc on est encore sur l'environnement bac à sable, mais les différents travaux qui sont réalisés avec la Société du Grand Paris depuis qu'ils ont accès à VAS, donc depuis 4-5 mois, c'est à la fois la définition pour eux de leur stratégie de versement, donc quelles API ils vont appeler, quelles API vont renvoyer des informations dans leur système d'information client de VAS, et pour pouvoir verser en fait dans le RIE pour une application qui n'est pas sur le RIE, cette application elle a besoin de s'authentifier auprès de Vitam à l'aide d'un certificat applicatif qui lui permettra en fait de bien attester de son identité, on peut dire, de l'identité d'application avec un certificat valide. Sinon l'API ne répondrait pas. Donc sinon ça serait pas possible de communiquer avec Vitam, avec Vitam Accident Service ou Vitam. Ça dépend par quel mode vous faites votre versement. Si vous faites le versement directement en tapant sur le cœur Vitam pour verser un SIP qui est déjà prêt, si c'est une application qui produit des paquets d'archives, soit si vous passez par notre module de collecte qui permet la conversion en format CDA de vos données, on peut paramétrer des versements mode flux depuis Vitam UI par l'archiviste, ou bien définir un versement en mode flux par le back-office en appelant les API, mais aussi en passant par le module de collecte. Donc on a 3 façons de verser en mode flux. Donc sans accès au RIE, l'organisation elle peut pas faire tout ce process de mise en place des certificats, d'identification de leurs besoins, d'appel API, et quelle est leur au singulier ou au pluriel, application qui serait cliente de VAS. Donc ça, c'est pour le cas d'usage de la Société du Grand Paris, qui pourrait être plus proche, je pense, en termes de besoins, je pense, de la RATP, mais on a d'autres utilisateurs actuels qui sont en train d'ouvrir des flux. Dans les nouveaux, on a le conseil départemental du Gard qui vient avec un besoin aussi d'ouverture en mode flux pour de la gestion électronique de documents et de la gestion électronique de courrier. Donc eux, ça sera le même principe, le même parcours sur la partie ouverture. Ils vont identifier quelles applications sont les clientes. Les applications auront un certificat applicatif qui permettra de communiquer via les API avec VAS et de s'authentifier comme un utilisateur auprès du RIE. C'est-à-dire que leurs ordinateurs sont des ordinateurs qui ont accès aussi à Internet en clair, pas que au RIE, et pour accéder au RIE, il passe par d'autres méthodes. Et enfin, on a un autre cas d'usage. Alors, c'est un utilisateur historique ministère, donc le ministère de la Culture, pour la partie archives en administration centrale. Cet utilisateur, le ministère de la Culture, en tant qu'utilisateur d'un parapheur électronique qui est sur Internet, qui n'est pas sur le RIE, puisque c'est un parapheur électronique qui permet de faire signer des personnes en cours de recrutement au ministère ou les marchés publics avec des partenaires extérieurs ou des organismes tels que l'association des maires de France ou les associations qui sont bénéficiaires de subventions. Eux, ils signent sur le parapheur électronique du ministère de la Culture, donc il est sur Internet, mais ce parapheur électronique sera aussi archivé en mode flux dans Vitam Accident Service avec ce logiciel qui est utilisé au ministère de la Culture, qui va faire la même chose que ces autres applications, qui va appeler Vitam Accident Service. En plus, eux, ils vont bénéficier de la conversion en format CDA via module collecte. Donc, eux, ils vont paramétrer leur flux avec certificat applicatif client de VAS, communication via API, authentification avec passage par le RIE pour pouvoir verser dans VAS. Et voilà pour la partie ouverture de flux. Je ne sais pas si c'était, je vous ai donné les 3 cas d'usage les plus concrets, puisque c'est ceux qui sont en cours de mise en place, en fait, c'est ceux que les utilisateurs sont en train de configurer, de paramétrer. Après, on en a d'autres qui ne sont pas encore assez matures pour être évoqués, mais on a d'autres utilisateurs qui n'ont pas des applications qui sont sur le RIE, qui vont verser dans VAS en mode flux. Ok, merci beaucoup Paulina pour ces explications. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'il y a des solutions. Ça, c'est toujours rassurant. Alors, encore une fois, je suis limite, je suis assez néophyte moi là-dessus. Juste pour revenir au Grand Paris, donc vous me disiez qu'ils ont des applications en SaaS qui vont verser par flux dans VAS, c'est bien ça? Tout à fait. C'est leur usage principal de VAS, c'est pour cela qu'ils sont venus. Alors, comment ça se passe justement lorsqu'on a un SaaS et qu'on doit établir le lien? Donc, bien sûr, il faut des certificats, il faut que ce soit reconnu de votre côté pour que ça puisse y avoir accès. Mais vis-à-vis du RIE, comment on établit le flux?
Parce que là, En du fait, coup, c'est pas les SI de Grand Paris qui sont concernés, Non, hein, mais c'est par l'adresse de intra. destination de notre application, c'est une IP sur le RIE. Donc du coup, quand les appels API vont être effectués entre l'application cliente de VAS et VAS, ce qui permettra de s'authentifier, c'est on tape sur une adresse IP et on présente son certificat comme si on veut passer par une porte qui est sécurisée et qu'on veut montrer sa carte d'identité en fait. D'accord. Et c'est pour ça que la validité du certificat, elle est indispensable. Donc, avec la Société du Grand Paris, on a bien fait le point sur le délai de validité de le certificat, le fait de mettre en place une surveillance de la validité de ce certificat. Et donc, on a défini avec eux, selon leur confort, leurs préférences, le niveau de sécurité qu'ils essaient de mettre en place sur ces versements, quelle durée seront les certificats et comment ils seront utilisés. Alors, est-ce qu'on a autant de certificats que d'API? Non, on a un certificat pour une application cliente. Donc, on ne va pas avoir une multiplication de certificats avec les API. On va avoir l'application cliente qui va appeler différentes API et elle va utiliser son certificat qui sera sa carte d'identité quelque part. Je suis désolée pour cette métaphore carte d'identité qui est vraiment pas géniale, mais c'est la première qui m'est venue en tête là ce matin. Et juste, je voulais rajouter une dernière chose. Et après, Jean-Marie, je crois que tu voulais intervenir aussi avec Etchan côté Pôle RIE, parce que la question a été abordée avec d'autres organisations qui étaient intéressées par VAS, hein, pas que la RATP, sur la partie où effectivement il y a des logiciels, il y a des offres de services de SaaS, de tiers hébergeurs ou même tiers archiveurs, mais nous on n'est pas tiers archiveurs, on n'est que tiers hébergeurs qui sont accessibles en SaaS sur Internet, et effectivement on a juste à connecter son SSO, son notification unique pour que les utilisateurs puissent accéder, ou bien créer des profils d'utilisateurs depuis l'application par un administrateur fonctionnel, et que on n'a pas besoin de faire toute cette phase ouverture du RIE. En fait, sur VAS, effectivement, l'offre de service à la base a été destinée pour fournir à la base, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, c'était un besoin de donner la possibilité d'archiver en mode intermédiaire au ministère qui verse les archives nationales dans le définitif. Mais au fur et à mesure, l'offre s'est étoffée dans une contrainte fixée par, pour le coup, l'administration publique, hein, d'être réutilisable par d'autres organismes et servir à un plus grand nombre et avoir un intérêt général. Et donc, dans ce contexte, on a ouvert donc l'offre de service à des opérateurs de l'État, donc des établissements publics, ou à des collectivités territoriales. Et dans les collectivités territoriales, le profil de l'utilisateur a un petit peu changé, donc l'utilisateur en tant qu'organisation, puisque c'est un besoin d'archivage intermédiaire et définitif ou exclusivement définitif. Donc là, pour les archives départementales, il n'est pas envisageable pour nous encore à ce stade, puisque la question nous a été posée par certaines collectivités qu'on a vues, de mettre VAS en dehors du réseau interministériel de l'État, tout simplement parce que dans le cadre de notre suivi sécurité et homologation sécurité de Vitam ou de Vitam accessible en service, le fait d'utiliser le RIE est un bénéfice sécurité très grand auquel on ne va pas renoncer et auquel on n'a pas l'intention de renoncer, puisque pour protéger les archives définitives de nos utilisateurs, qui commencent déjà à être au nombre de 3, et on en a d'autres qui arrivent, qui sont en train de préparer des projets, on n'envisage pas de baisser d'un cran sur la partie réseau, et on complétera donc cette sécurité avec la mise en place aussi d'une offre froide avec du stockage sur bande magnétique pour garantir qu'ils bénéficieront de la solution la plus sécurisée qu'aujourd'hui ils peuvent avoir sur le territoire français, qui serait souveraine d'hébergement de leurs données. Et on a notamment un cas d'usage qui nous a confirmé notre feuille de route sur la partie hébergement, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a vraiment posé beaucoup de questions sur le RIE et sur quels étaient les niveaux de sécurité sur le RIE même et sur le cloud du beau même, pour être sûr que c'était conforme à ceux dont ils avaient besoin pour l'archivage de leurs données. Je laisse la parole au pôle RIE s'il souhaite intervenir en réaction ou en réponse ou pour compléter. Oui, merci Paulina. Je vais intervenir, puis après la touche va intervenir également. Donc je vais réagir une dernière fois à ce qu'a dit M. Lecalec concernant le fait que le RIE était avant tout fait pour des entités qui sont à l'intérieur.
l'interconnexion partenaire, elle, a été mise en place et réfléchie pour permettre effectivement à des entités, des établissements publics notamment, de pouvoir accéder à des ressources qui sont publiées dans le RIE. Et ça marche depuis des années avec des dizaines, voire plus d'une centaine de partenaires, sans poser le moindre problème. VAS ne pose pas non plus de problème pour un certain nombre de partenaires. Donc, moi, ce que je veux surtout retenir de l'intervention de ce matin, c'est qu'il ne faut pas inquiéter les gens en leur disant que le RIE est une problématique pour les partenaires qui voudraient y accéder. Et j'en terminerai là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir des entités comme la RATP qui ont des spécificités et pour lesquelles ça pose un problème. Il ne faut surtout pas j'entends plus le pôle RIE. Je suis pas toute seule. Non, ça a figé leur connexion, visiblement. Ils sont branchés au RIE. Non, là, une boutade. Non, mais de toute façon, bon, je fais juste la transition en attendant que le flux revienne de leur côté. Non, il n'est pas question de faire peur à qui que ce soit là-dessus. Et oui, je pense que vous êtes fort de succès en matière de connexion. Et encore une fois, j'insiste, côté RATP, je pense qu'on ne s'était pas dimensionné pour attaquer ce sujet dans sa profondeur. Voilà. Mais attention, il y a risque de sujet. Il faut quand même que côté SI, maîtrise d'œuvre et autres de chaque futur partenaire, qu'il y ait une étude bien faite, de façon justement à détecter tous les cas particuliers qu'il peut y avoir à soulever. Voilà, il n'y a rien d'infaisable, il faut juste bien s'outiller, bien s'informer en amont avant de se lancer là-dedans pour savoir comment se dimensionner. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu le comblage pendant on a votre un peu coupure. meublé, Marie, parce que ça a coupé pendant que vous parliez de votre côté. Oui. Alors, ça s'est arrêté avec quel... Voilà, je pense. En tout cas, est-ce que j'ai pu rassurer les éventuels partenaires qui pourraient prendre peur par rapport à l'expérience malheureuse de la RATP ou, voilà, on a des questions qui sont posées en cours sur le chat, qui concernent plutôt, alors je vais y répondre par écrit, puisqu'on était en train de parler d'un autre sujet, ou à l'oral, comme vous voulez, mais on a des questions en cours plutôt sur l'utilisation des certificats API, sur les bus applicatifs, est-ce que c'est possible de les raccorder, etc. Sur cette partie, la discussion autour de la difficulté ou pas, l'absence de difficulté ou la mobilisation en tout cas qui est nécessaire pour faire un projet VAS avec le passage par le RIE. Alors de mon point de vue, c'est un petit peu biaisé de dire que ce n'est pas difficile, mais je m'appuie sur l'expérience qu'on a pu avoir sur les 2 dernières années avec l'arrivée de nouveaux utilisateurs et sur les 5 nouveaux utilisateurs qui sont des non-ministères qui sont arrivés. Malheureusement, il n'y a que la RATP qu'on n'a pas pu accueillir. Donc sur le ratio de perte d'un potentiel utilisateur qu'on voulait en plus venir dans le service et qu'on voulait avoir comme utilisateur du service, et les 5 autres qui sont arrivés et qui ont sur les 5, il y en a déjà 2 qui ont des projets qui pourraient être en production s'ils souhaitaient verser en production. Et les 3 autres qui sont en cours sans risque identifié sur le planning, c'est le bilan sur une année d'ouverture à l'extérieur des ministères est positif. Après, pour faire le lien entre ce qui était dit par le RIE et ce qui était dit par Franck côté RATP, c'est vrai qu'il faut avoir une équipe dans l'organisation qui a souscrit à VAS, qui soit en capacité de suivre avec des architectes, avec des personnes côté réseau, avec les exploitants aussi, avec les correspondants sur les différentes applications qui seraient clients de VAS, il y en a plusieurs, qui soient mobilisés et qui fassent partie du projet du SAE dès le début, qui soient identifiés, qui soient joignables, qui participent au suivi du projet et qui soient mobilisés. Donc ça, c'est vrai que c'est une étape qui est indispensable et parfois ça peut être sur la longueur, donc ça peut être sur plus de 6 mois. Donc il faut qu'il soit joignable et qu'il soit mobilisé sur assez longtemps. Et je vous laisserai compléter si vous le souhaitez. Je vais répondre à l'écrit pour les questions qui restent. Juste repréciser, mon intervention était liée essentiellement au raccordement au RIE.
moi, je ne peux pas me permettre de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, qui est vraiment l'interconnexion et l'accès à VAS. Mais il faut bien décorer les deux. Il peut y avoir des complexités liées à l'accessibilité à VAS en tant que tel. Ça, je laisse les gens qui travaillent dessus s'exprimer là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour un partenaire qui veut accéder à des ressources qui sont côté RIE, que ce soit spécifiquement VAS sur la partie juste accès ou toute autre application, service qui est sur le RIE, il n'y a pas de difficulté. Après, il peut y avoir des difficultés autour de cette application parce qu'elle est complexe, parce qu'elle a des contraintes très spécifiques. Mais la connectivité réseau sur les couches basses, on va dire, sur la partie réseau pur, ne pose pas de difficulté. Je veux juste intervenir pour rajouter 2-3 points, en tout cas côté RATP, si jamais vous souhaitez reprendre ce sujet et l'analyser de manière plus fine et d'aller plus loin sur ce sujet, nous sommes disponibles, à votre disposition, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Je pense que vous avez les contacts de Jean-Marie Chaput et notre bonne fonctionnaire à d'exploitation. Mais par contre, nous comptons sur vous pour mobiliser une équipe solide de votre côté sur la partie réseau, sur les analyses qu'on va mener. Donc, juste pour finir après sur 2 autres points, est-ce que le public qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt un public SI, enfin on va dire système d'information, ou c'est plutôt des publics divers et variés? Peut-être, ouais. Paulina, on a un public plutôt informatique ou... Non, le public est plutôt varié. Il y a des archivistes, il y a des étudiants, il y a des responsables de service, il y a des chefs de projet. On a un public très large. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, si le public d'aujourd'hui, si jamais vous souhaitez que nous réorganisons une autre réunion avec vos équipes SI internes, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, nous sommes disponibles avec Jean-Marie et si nécessaire avec d'autres collègues du RIE pour vous accompagner si jamais ils ont des questions techniques sur le raccordement au RIE, etc. Il n'y a pas de souci, nous pouvons vous accompagner, on est là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou notamment avec Paulina, directement avec Paulina. Et comme ça, on monte un point tous ensemble, on essaie d'organiser ça, il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous rassurera et on est là pour ça aussi. Voilà, je vous mets d'ailleurs mon mail dans la conversation. Merci à celles et ceux qui nous ont donné leurs infos, profils métiers des participants sur le chat. Donc vous pouvez me contacter sur ma boîte aux lettres avec Alice Grippon dans la boucle ou pas, en fonction de la question que vous posez. Moi, je suis vraiment en charge de l'offre de service Vita Maxime en service au sein de l'équipe Vita Maxime en service. Et si vous êtes une entité qui n'a pas accès à Renater et qui souhaite mettre en place un SAE via VAS, via l'offre de service VAS, n'hésitez pas à nous écrire pour nous présenter en quelques mots votre projet et nous indiquer un petit peu vos contextes techniques, technologiques autour de votre réseau. Et si vous êtes plutôt profil, vous avez accès à Renater ou potentiellement vous pouvez passer par Renater. Évidemment, comme Jean-Marie l'a présenté tout à l'heure, ça sera un petit peu plus simple puisque vous pourrez bénéficier de ne pas passer par c'est surtout le fait de ne pas passer par l'UGAP qui pourrait accélérer les choses. Donc n'hésitez pas à nous écrire soit que à moi et demander à avoir d'autres personnes dans la boucle, soit à moi et à Alice et à Jean-Marie, à la Tuchane directement. Comme ils l'ont dit, on est disponible, on est présent, on essaie de voir de près chaque spécificité et d'accompagner chaque projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, si nous sommes arrivés à la fin des questions, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, moi, je remercie encore
grandement les collègues de la DINUM, du Pôle RUE qui ont accepté de participer à cette semaine de Vitam en ligne et à donc préparer et vous présenter ce qu'est le RIE, comment il fonctionne, quelles sont ses missions et à consacrer du temps aux échanges avec vous. Merci à tous les participants qui se sont inscrits et qui se sont connectés. Merci à Franck pour ton intervention et pour les échanges qu'on a pu avoir et qui ont aussi généré des discussions sur les API, sur les ouvertures en mode flux, donc sur les certificats. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir posé des questions et peut-être à bientôt par écrit ou à d'autres occasions pour parler d'archivage électronique ou de Vitam accessible en service. Merci Paulina, merci à toutes et à tous et nous sommes à votre disposition. Au revoir, bonne matinée. Merci, Au bonne revoir journée tout à le tous. monde, bonne journée.